la transition entre la première partie qui était consacrée aux enjeux politiques, civilisationnels et interculturels, c'est sur quoi je travaille. Et en même temps, je travaille sur les biens communs, c'est-à-dire concrètement ce qui nous est commun, l'environnement, la culture, l'éducation, la santé. Donc c'est vrai que je travaille beaucoup avec Alexandre Roger. C'est un vrai plaisir parce qu'il fait partie des, je vais dire rares personnes, mais des personnes en tout cas capables d'allier les enjeux culturels avec l'environnement, les biens communs et l'énergie en l'occurrence. Je suis assez fière aussi d'intervenir après Marc Roquette parce que je suis une fille du Nord. J'ai grandi à Croix-Beaumont, donc pas très loin de chez vous. J'étais assez sensible à votre intervention puisqu'effectivement je connais un petit peu la culture des familles du Nord industrielles et puis c'est intéressant de voir comment ces familles évoluent, elles s'adaptent en fonction de leurs valeurs, les valeurs aussi évoluent. Et justement, c'est ça dont je voudrais vous parler en fait. C'est le lien entre les biens communs, ce qu'on gère, une ressource en fait extérieure, donc l'environnement, l'éducation, l'esprit et la culture, mais pas seulement en tant que ressource, aussi en faisant le lien avec ce qu'on appelle la philosophie du bien commun. J'expliquerai un petit peu après ce qu'est la philosophie, parce que c'est une vraie philosophie, Aristote en a parlé il y a très longtemps, etc. Et puis le lien entre donc, la philosophie du bien commun et la gouvernance des biens communs. Alors, comme le sujet aujourd'hui, j'étais disciplinée, j'ai repris le sujet de Michel, je remercie aussi les amis au Planète d'organiser finalement. Créer et réussir le XXe siècle, que faire de 2014 ? Alors, je trouvais le sujet assez large, et en même temps, je me suis dit, on va partir de quelque chose de très concret. Donc, effectivement, donc, le réseau en fait, que je gère, qui s'appelle Common Good Forum, est en train de monter depuis quelques mois avec 22 pays dans le monde, un projet qui s'appelle Unity in Diversity. Donc ce sont en fait 22 pays dans plusieurs continents, donc que ce soit l'Afrique du Sud, l'Inde, les États-Unis, la Russie, beaucoup de pays de la Macédoine, la Serbie, etc. On travaille donc avec les Nations Unies, en particulier la partie qui s'appelle l'UNAOC, le dialogue des civilisations. Et moi, je représente la France, qui s'appelle Champion for Future Champions. Donc, qu'est-ce que c'est comme Good Forum? Donc, évidemment, on travaille sur la notion de common good, donc en français bien commun, et forum, effectivement, ça peut être des gros forums avec 300 personnes, ou avec 100 personnes, ou même 50 personnes. L'idée du forum, c'est plutôt la délibération. Je reviendrai après, parce que, effectivement, la notion de bien commun, ça renvoie à la délibération éthique. C'est pas quelque chose qui est statique, qui est arrêté. Le bien commun, on a tous des définitions différentes. Ça, c'est pas forcément évident à comprendre pour les Français, parce qu'on confond souvent bien commun et intérêt général. Donc, très concrètement, l'idée du Common Good Forum, c'est d'être, après je vais déjà en anglais, donc c'est de couvrir l'interface entre des praticiens, vraiment des terrains, des intellectuels, des collecteurs, pour encore les expressions, et puis des citoyens. Donc c'est à la fois un du temps, donc un projet très très secret, et puis pas vraiment un think tank, c'est plutôt un lieu de médiation entre des gens acteurs qu'on va mettre ensemble et qui n'ont pas l'habitude justement de discuter ensemble, qui n'ont pas le même vocabulaire, qui n'ont pas la même façon de penser, qui n'ont pas le même background et qui parfois ont pas les mêmes perceptions et c'est là que les projets parfois ne peuvent pas être menés simplement comme ça. Donc les objectifs du projet des Nations Unies, donc, le projet démarre en fin février à New York, démarre ce qu'on appelle le Kick-Off Meeting. Le premier objectif, c'est d'intégrer la vision de l'UNOC dans le plan d'implémentation de l'agenda pour le développement des nations post-2015. L'objectif majeur, c'est vraiment de favoriser le dialogue interculturel, que ce soit dans le pays, donc moi en l'occurrence la France, mais aussi au niveau international. On est fortement encouragé à favoriser la créativité et l'innovation. Alors je fais attention avec ces deux termes, parce que créativité et innovation sont des termes un petit peu à la mode, avec ce qu'ils à travers. L'idée, c'est pas de faire forcément quelque chose de très créatif, mais en tout cas essayer de trouver des solutions sur le terrain ou avec le secteur business, entreprise, corporate, et puis des gens de terrain et des intellectuels qui se présentent pas assez. Et in fine, c'est vraiment échanger ce qu'on appelle des best practices en France et à l'international. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand je suis en échange avec des Indiens, des Américains, des Australiens, évidemment, je ne l'apprends pas, ils ont une vision très différente de la nôtre. Et j'explique parfois qu'il y a des choses qu'on peut faire en France un peu plus difficilement, notamment le dialogue interreligieux, qui est quand même un petit peu sensible en France, puisque j'explique aussi qu'on est dans une république indivisible et laïque, indivisible surtout, et qu'on ne peut pas parler de minorité.
On parle de diversité en France. Donc voilà, c'est très très intéressant en fait, de dialoguer avec eux, c'est ces échanges, ces autres façons de penser, des actions qu'ils arrivent à mener et à surpasser, notamment dans des pays comme la Serbie qui quand même sort un petit peu de crise, ou l'Inde qui a énormément de difficultés, et d'échanger et de développer en fait, de l'innovation et des bonnes pratiques. Donc le Common Forum, c'est en synthèse une plateforme de rassemblement des leaders de la société civile, avec ce qu'on appelle un comité de pilotage, un steering committee, et puis d'échanger, d'établir en fait des échanges entre les communautés interculturelles, que ce soit la société civile, le secteur public et privé, qui a aussi parfois du mal à échanger parce qu'il y a souvent pas les mêmes intérêts, pas le même vocabulaire. Concrètement, on a vraiment une liste d'actions à mener. Donc ça peut être par exemple des événements culturels mettant en valeur l'identité et l'héritage culturel du pays. Ça peut être des forums beaucoup plus business corporate. Et puis ça peut être des actions de terrain favorisant l'innovation et la créativité. Donc, que ce soit avec les comités de jeunes leaders par exemple, ou on peut utiliser aussi l'art, donc ça avec des mini-planètes, ça peut être tout à fait favorable. Après, il y a le dernier point, on peut nommer avec les Nations Unies des rues ou des bâtiments ou des entreprises avec le logo, enfin l'appui de l'UN. Alors concrètement, donc, je travaille avec 22 pays qui sont, moi je suis la plus jeune de l'équipe, globalement il y a entre 10 et 30 ans d'assises. Je voudrais vous parler du projet australien, puisqu'on a fait des projets pilotes avant de se lancer dans le projet. Et l'Australie, ils ont une capacité de travailler de façon très pragmatique et assez rapide, et ils sont assez pratiques, c'est un vrai bonheur de travailler avec eux. Donc là, concrètement, c'est un premier forum en fait, qui a débuté dans une ville près de Melbourne, où ils ont associé, en fait, il y avait des problèmes, il y avait des communautés, il y avait le secteur du business, il y avait le secteur de l'administration, et qui n'arrivaient pas à discuter ensemble, et du coup, concrètement, les projets de gestion des biens communs, en l'occurrence la santé publique par exemple, le système de santé, étaient mal gérés parce que l'État n'avait pas l'information sur le terrain, le secteur business avait d'autres intérêts, etc. Donc ils ont créé des forums, ça a créé des liens, et puis ensuite ça a formé des réseaux et ils ont réussi à monter des projets vraiment de terrain. Donc au début ils ont fait ça dans une ville, ensuite ça s'est élargi à la communauté tout autour de Melbourne, et ensuite vous voyez le logo au-dessus du Parlement australien. Ça a été cité comme exemple en fait, comme cas pratique exemplaire, et maintenant c'est reproduit un petit peu partout en Australie. Et moi je vais essayer de m'inspirer de ça pour refaire la même chose en France, à des échelles, je pensais les Hauts-de-Seine, ça peut être le Pas-de-Calais par exemple. Voilà, donc ça ce sont des projets pilotes qu'on va mettre en place. Alors là je reviens à mon quotidien. Il y a ce projet donc, avec les Nations Unies, avec 22 pays, qu'on monte, et c'est pas si facile parce que 22 pays avec des cultures différentes, on travaille là, donc c'est assez long à monter, même si on se voit de la science et du bientôt. Là, je serais vraiment ravie d'échanger avec vous, avec chacun de vos expertises, puisque le premier challenge, à mon avis, c'est de communiquer sur la philosophie du bien commun. Alors on parle souvent de bien commun, ça devient un terme très à la mode, on en parle un petit peu à travers. Et c'est vrai qu'en France en particulier, on a une culture de l'État moderne, où c'est l'État qui définit l'intérêt général. Alors on a tendance à plus parler d'intérêt général, qui est un concept qui est un petit peu abstrait, alors que la philosophie du bien commun, finalement c'est la même chose, sauf que c'est une vision qui est plus dynamique, et ça renvoie à une délibération éthique. Donc le bien commun, c'est pas la morale, parce que la morale, ça serait le bien ou le mal. Le bien commun, c'est un petit peu au-dessus du bien et du mal. Ça serait plus une délibération éthique, et ça serait une vision un petit peu plus complexe, un petit peu plus pragmatique. Je vais donner un exemple très concret. À l'heure actuelle, on est en train de parler de la loi sur l'euthanasie. Donc là, c'est un exemple concret de gestion du système de santé publique, qui est un bien commun au pluriel. Si on parle de bien commun en tant que morale, eh bien, on va avoir l'euthanasie, je suis contre, je suis pour. Donc ça ne fait pas avancer le débat. Si on parle d'éthique, ou en tout cas de bien commun, de processus de délibération éthique, bien là, on va rentrer dans des enjeux beaucoup plus concrets. On va dire, oui, mais on peut utiliser des soins palliatifs. Oui, mais les soins palliatifs, ça fait encore plus souffrir la personne, et puis ça fait souffrir la famille, l'entourage. Un enjeu un petit peu plus trivial, mais finalement, ça coûte très cher. Ça coûte à peu près 5 000 € pour s'occuper d'une personne qui est par exemple dans le coma. C'est trivial, mais en tout cas, pour le système de santé publique, c'est le contrat de quitter. Voilà, c'est des enjeux très concrets. Mais le bien commun, c'est
c'est la morale, mais c'est au-dessus de la morale. C'est vraiment plus un processus de discussion. Je vais prendre un exemple aussi très provocateur. On parlait de l'énergie il n'y a pas longtemps, donc on voit par exemple Greenpeace qui va attaquer Gazprom, les bateaux de Gazprom. Alors on peut se dire c'est légitime, effectivement, Gazprom pollue énormément, et heureusement qu'il y a des acteurs militants qui vont venir promouvoir l'environnement. D'un autre côté, on se place du côté des Russes, et je ne suis pas là pour défendre le lobby russe, mais je les fréquente pas mal, donc je discute un petit peu et je vois concrètement ce que ça représente pour eux l'énergie. Alors, nous on voit ça en termes de géopolitique, ça représente le premier secteur économique, qui sont concurrencés de plus en plus par l'Iran et puis par d'autres pays. Mais concrètement, pour le citoyen, pour le russe de base, si je puis dire, l'énergie, ça représente sa vie. C'est-à-dire que l'énergie et le transport, c'est le secteur qui est le plus influent, qui est le plus riche, évidemment en Russie. Donc là où un russe moyen, l'équivalent du SMIC, on va dire, va gagner 100 à 200 euros par mois, s'il travaille chez Gazprom, il va gagner, ou plutôt dans les transports, il va gagner 500 euros pour faire un job assez basique. On voit aussi de plus en plus de personnes qui sont à Moscou, par exemple, qui se délocalisent dans le nord où installé Gazprom, parce que là, ils touchent des salaires entre 1000 et 1500 euros, et c'est énorme pour eux. Ça leur permet de faire vivre leur famille, etc. Un autre enjeu entre le lien bien commun, donc les enjeux culturels, et puis ces enjeux de développement économique. On dépasse le bien et le mal, parce que ça n'apporte rien le bien et le mal, même si on a tous nos sensibilités et nos idées. Toujours, Gazprom en Russie nuit en fait aux communautés autochtones. On les voit avec leur habitat, leur costume, leur façon traditionnelle de vivre. Sauf que Gazprom en fait construit des stades, construit des écoles, et finalement les aide au développement. Et on peut dire c'est mauvais parce que finalement ça va nuire à la culture des communautés autochtones, qui ont une vraie tradition, qu'il faut conserver, etc. Alors la question c'est ça, c'est ce débat éthique, cette délibération éthique où il y a le bien et le mal, mais ça c'est un jugement de valeur en fait. Le bien commun c'est un petit peu tout ça, c'est qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces enjeux qui sont complexes et qu'est-ce qu'on fait pour trouver un intérêt général. Sauf que l'intérêt général, c'est une vision statique et qui n'est pas définie. J'avais écrit un article parce que je travaillais sur les questions européennes il y a quelques temps, et l'intérêt général communautaire, c'est une vraie notion juridique. Et j'avais écrit qui utilise l'intérêt général communautaire quand personne ne l'a défini. Ça n'a jamais été défini, c'est une notion qui est juridique, et finalement, tous les lobbies, les ONG les définissent, ça fait partie du jeu. Donc voilà pour un petit peu clarifier ce qui est le bien commun, c'est pas la morale, c'est pas non plus ce qu'on appelle de plus en plus le social washing ou le good washing. C'est vrai qu'il y a une grande mode à l'heure actuelle, on a eu une époque du green washing, maintenant on va faire du social washing, c'est-à-dire quelque chose qui est bien. Et puis c'est pas non plus intérêt général. Donc je dirais en synthèse, vraiment le bien commun, c'est tout ce qui... c'est l'ensemble de ce qui soutient la coexistence en fait, et l'existence des individus. C'est la culture au sens large en fait, ce qui nous fait vivre, et dont il faut tenir en économie, et justement c'est le problème dans la suffisamment. Donc, merci mille, j'ai pas fini. Merci mille fois. Est-ce que vous pouvez me souvenir, parce que je me creuse un peu la tête depuis qu'on a organisé notamment le forum où on vous a mis la note à participer. Je voyage pas mal avec des rues, dans différents pays, et même au niveau français, je fais pas mal de réunions et je me rends compte que la difficulté, c'est justement de comprendre ce qu'est la philosophie du bien commun. Chacun a tendance à travailler en silo, soit en tant que praticien, soit en tant que militant, soit en tant qu'entrepreneur, soit en tant qu'homme politique, soit en tant qu'intellectuel. Et la difficulté, c'est le langage, la perception. Et parfois, on a des réunions, il y a des clashs pour rien. On n'arrive pas à avancer à des projets parce qu'il y a vraiment des problèmes de compréhension du sujet. Alors en plus, la notion de bien commun, ça renvoie à des philosophies de Aristote, Amartya Sen, Maritain, etc. Donc c'est vrai que la philosophie non plus, c'est pas forcément abordable pour tout le monde, même si tout le monde aime ça en fait, mais ça fait parfois pas. Donc ce qu'on essaie de faire avec ma petite équipe, c'est j'ai lancé un journal, un mini-journal en fait, mensuel qui s'appelle Bridge Builder justement, pour rassembler des gens qui ont des opinions divergentes. Donc il y a à la fois ce que j'appelle des bridge builders, des connecteurs, des gens qui sont un peu généralistes, un petit peu comme moi, qui connectent des gens. On a des intellectuels, des académiques, puis on a des praticiens, et à chaque fois sur un thème, ils vont donner leur opinion. Et l'idée c'est qu'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de bien ou de mal, mais en tout cas ils donnent chaque fois leur façon de penser. Donc là, notamment celui-là est assez intéressant, je l'ai sorti en novembre. C'est sur la comparaison entre la philosophie du bien commun et puis ce qu'on appelle en Afrique la notion de Ubuntu. Vous en avez peut-être entendu parler avec mon Mandela
juste après la revue, au mois de décembre, on a commencé un petit peu à en parler, c'est devenu un peu la mode. Voilà, l'idée c'était d'expliquer que le bien commun, c'est pas une façon de parler, c'est pas du prêt à penser, c'est plus une façon de développer l'esprit critique en fait, et d'écouter l'autre, de comprendre, et puis de réussir à dialoguer et trouver un consensus. Alors, je sais que consensus c'est un mot mal vu en France, on peut faire confrontation, consensus égale nous, mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à développer. Donc ça c'est une revue mensuelle dans certains mondes de design à contribuer. Là c'était plus sur la notion de nature et de société. La nature c'est pas extérieur à nous, mais ça fait partie aussi de notre identité par exemple. Et c'est traduit en économie, pas du tout en France, mais chez les anglo-saxons c'est très intéressant. J'ai développé aussi ce qu'on appelle les entretiens de Common Code Forum, où j'ai fait des interviews assez longues que vous pouvez trouver sur YouTube ou sur mon site internet, pour expliquer ce qui est le bien commun, donc avec différents acteurs. Là, ce qu'on est en train de faire avec ma petite équipe, c'est à la fois des fiches assez de bon niveau, mais on veut faire plein d'outils pour vulgariser, des outils assez amusants pour simplifier cette philosophie du bien commun qui apparaît un petit peu complexe. C'est vrai qu'il faut avoir un bagage en philo, en économie, et avoir une capacité à avoir une vision globale. On essaie de trouver différents outils pédagogiques. Donc, si vous voulez nous aider, nous apporter des idées, vraiment vous êtes les bienvenus parce que c'est quelque chose c'est un vrai défi, c'est un vrai challenge. Et voilà, donc éducation, intelligence collective, que ce soit un peu à tout niveau, je veux faire. Donc je me suis rendu compte justement de ça au forum international que j'avais appelé Imagine the Common Good. J'avais appelé ça Imagine the Common Good. Imagine parce que justement le bien commun c'est quelque chose qu'il faut imaginer. C'est pas quelque chose qui nous a imposé, c'est pas un prêt à penser, ce sont pas des dogmes, c'est surtout pas une idéologie. C'est quelque chose qui est imaginé et la société doit se concerter. La concertation, je pense, c'est très compliqué, on a commencé à travailler dans le studio. Donc on avait organisé ce forum sur plusieurs jours. Effectivement, Michel, merci d'avoir rappelé, avec des Indiens, des Russes et des Américains, des gens du monde entier. Donc c'était très facile à organiser. On y est arrivé. Et je me suis rendu compte de ça, voilà, de cette difficulté à percevoir qu'on ne travaille pas pour le bien commun, parce que ça voudrait dire une vision totalitaire, finalement, une vision unique du bien commun. Voilà, expliquer ce processus. Je termine vraiment en vitesse. Les grands, je voulais vraiment vous parler de choses très très concrètes et les projets de façon très pragmatique. Mais finalement, les grands thèmes à aborder quand on travaille sur la notion de bien commun, c'est d'une part comprendre la philosophie du bien commun. Alors je ne vais pas vous faire un cours parce que je l'avais fait un peu les dernières. Mais justement, c'est appréhender, c'est comprendre que la philosophie du bien commun, ça renvoie au pluralisme, à l'éthique de la délibération, à la notion de capacité qui a été définie par Amartya Sen. Je ne vais pas le définir, mais en tout cas, on échangera, on va faire beaucoup de pitch et beaucoup d'outils sur Internet. Et puis, ce que rappelait justement Alexandre sur l'énergie, c'est faire le lien entre la philosophie du bien commun, c'est-à-dire une vision qui renvoie à la culture de chacun. Par exemple, je vous donne un exemple concret. Si on prend l'environnement, un exemple très concret, le fleuve, je travaille avec un leader sikh qui est indien, qui est le leader spirituel international. Il est aussi ingénieur de formation, et là, son gros projet, c'est de nettoyer le Gange. Et j'explique souvent avec ce qu'on appelle les commoners, donc les spécialistes des biens communs, notamment à Paris, qu'on ne nettoie pas le Gange comme on va nettoyer la Seine. On va nettoyer le Gange en réunissant les leaders spirituels, parce que le Gange a une vraie culture, a une vraie tradition. La Seine aussi a une vraie tradition, mais j'ai du mal à imaginer que les mairies de Paris ou les régies, etc., invitent des évêques ou des leaders spirituels. Ça serait extrêmement tabou en France. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de comprendre comment on peut gérer ses communs, ses ressources, mais en fonction de la culture de chaque pays, voire de chaque région aussi en France, de chaque département. Et j'en viens à un problème vraiment final, on a un débat spirituel, philosophique, donc il y a des conséquences extrêmement concrètes. Donc là je vous dis par exemple qu'on va nettoyer la Seine, ça a des enjeux financiers quand même assez considérables. Le vrai problème c'est que pendant des années l'économie a été dominée par ce qu'on appelle l'économie orthodoxe, notamment les Américains, avec ce qu'on appelle l'économétrie et les statistiques. Donc tout était chiffré, tout était mesurable. Alors si ça ne sort pas de l'université, on va dire que ça n'a pas trop de conséquences. Je conclurai sur ça, c'est vraiment tous ces grands intellectuels académiques, en tout cas personnes formées à l'économie hétérodoxe, donc l'économétrie, les chiffres,
investissent en fait les grosses organisations internationales, voire les ONG, font des rapports très brillants, notamment par exemple les rapports de la Banque mondiale, c'est des rapports extrêmement brillants, chiffrés, mesurables, etc. Ensuite ils vont en Afrique, ils vont quand même sur le terrain, ils discutent avec les Africains, et puis les Africains sont polis, et puis ça se passe bien, etc. Ils reviennent à la Banque mondiale, ils ont juste passé 2 jours en Afrique, et puis ils ne comprennent pas parce que le programme n'a pas été mis en place. Donc ils ne comprennent pas du tout, sauf qu'ils n'ont pas du tout envisagé que les Africains ont peut-être été polis, sauf qu'eux ils ont leur propre culture, la culture du dialogue, la culture du langage, leur propre temporalité, leur propre histoire, etc. Et donc à mon sens, ce qu'il faudrait faire, et il y a un vrai courant à l'heure actuelle, c'est pour promouvoir ce qu'on appelle l'économie hétérodoxe, c'est-à-dire toujours continuer évidemment à faire ces vues statistiques et d'économétrie, parce que ça reste l'économie, mais quand même tenir compte des enjeux culturels dans la fabrication des politiques publiques. On ne peut pas, par exemple, travailler sur les problèmes de pauvreté et de changement climatique si on ne tient pas compte des enjeux culturels et des différences interculturelles. C'est ce qui était abordé dans le premier épisode. Je conclus justement aussi donc la différence entre bien commun qui est vraiment une philosophie, c'est pas un prêt-à-penser, c'est pas la morale, c'est pas le bien et le mal. C'est plus une délibération éthique, une façon de concevoir la vie, et le respect de l'autre et du dialogue d'une certaine manière. Le lien entre cette philosophie et puis la gestion de la gouvernance, promouvoir une économie hétérodoxe, et puis un dernier terme aussi qui est assez peu abordé, c'est ce qu'on appelle les biens communs intermédiaires. Donc on a tendance à confondre, on a tendance à croire que donc les biens intermédiaires, c'est ce qui permet en fait le dialogue entre les communautés. Donc ça peut être le langage, évidemment. Ça peut être aussi l'art, parce que l'art, Michel vous en parlera, ça permet de communiquer, ça permet de diffuser des valeurs, ça permet de confronter des opinions aussi. Donc l'art, le média, le langage, et puis le droit aussi. Le droit, j'entends souvent le droit est un bien commun, non, le droit c'est un bien commun intermédiaire, ça permet de transcrire un petit peu les mouvements de la réalité sociale. On a un exemple à l'heure actuelle, l'euthanasie, on propose une loi de révision sur l'euthanasie. Le droit n'est pas statique. Le droit va transcrire ce qu'on appelle l'ordre social. Donc voilà pour un petit peu les termes clés pour se retrouver un petit peu, les problématiques. Puis voilà, donc je conclurai, ça me ferait très très plaisir d'échanger avec vous sur cette façon de communiquer, sur ces langages, avec chacun sa vision, et les outils qu'on peut développer pour justement diffuser en fait, et puis mener surtout là, à partir du mois de février, les actions de terrain au niveau, ce qu'on appelle grassroots en anglais, et puis au niveau business et entreprise. Merci pour votre attention.